L'énergie spirituelle d'Henri Bergson, lu par Jacques de Nigel. Avant-propos par Henri Bergson, 1919. Depuis longtemps, nos amis voulaient bien nous engager à réunir en volume des études parues dans divers recueils et dont la plupart étaient devenues introuvables. Et ils nous faisaient observer que plusieurs avaient été traduites et éditées séparément dans divers pays en forme de brochures. L'une d'elles, l'introduction à la métaphysique, était maintenant à la disposition du public en 7 ou 8 langues différentes, mais non pas en français. Il y avait d'ailleurs, dans le nombre, des conférences données à l'étranger et qui n'avaient pas été publiées en France. Telle d'entre elles, faites en anglais, n'avaient jamais paru dans notre langue. Nous nous décidons à entreprendre la publication qu'on nous a si souvent conseillée en termes si bienveillants. Le recueil formera 2 volumes. Dans le premier sont groupés des travaux qui portent sur des problèmes déterminés de psychologie et de philosophie. Tous ces problèmes se ramènent à celui de l'énergie spirituelle. Tel est le titre que nous donnons au livre. Le second volume comprendra les essais relatifs à la méthode, avec une introduction qui indiquera les origines de cette méthode et la marche suivie dans les applications. Chapitre 1. La conscience et la vie. Conférence Huxley, faite à l'Université de Birmingham, le 29 mai 1911. Note de bas de page. Cette conférence a été faite en anglais. Elle a paru dans 7 langues, sous le titre de Life and Consciousness, dans le Hibbert Journal d'octobre 1911. Elle a été reproduite dans le volume des Huxley Memorial Lectures, publié en 1914. Fin de note de bas de page. Quand la conférence qu'on doit faire est dédiée à la mémoire d'un savant, on peut se sentir gêné par l'obligation de traiter un sujet qui l'eût plus ou moins intéressé. Je n'éprouve aucun embarras de ce genre devant le nom de Huxley. La difficulté serait plutôt de trouver un problème qui eût laissé indifférent ce grand esprit, un des plus vastes que l'Angleterre ait produit au cours du siècle dernier. Il m'a paru toutefois que la triple question de la conscience de la vie et de leur rapport avait dû s'imposer avec une force particulière à la réflexion d'un naturaliste qui fut un philosophe. Et comme, pour ma part, je n'en connais pas de plus importante, c'est celle-là que j'ai choisie. Mais au moment d'attaquer le problème, je n'ose trop compter sur l'appui des systèmes philosophiques. Ce qui est troublant, angoissant, passionnant pour la plupart des hommes n'est pas toujours ce qui tient la première place dans les spéculations des métaphysiciens. D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Voilà des questions vitales devant lesquelles nous nous placerions tout de suite si nous philosophions sans passer par les systèmes. Mais entre ces questions et nous, une philosophie trop systématique interpose d'autres problèmes. Avant de chercher la solution, dit-elle, ne faut-il pas savoir comment on la cherchera? Étudiez le mécanisme de votre pensée, discutez votre connaissance et critiquez votre critique. Quand vous serez assuré de la valeur de l'instrument, vous verrez à vous en servir. Hélas, ce moment ne viendra jamais. Je ne vois qu'un moyen de savoir jusqu'où l'on peut aller. C'est de se mettre en route et de marcher. Si la connaissance que nous cherchons est réellement instructive, si elle doit dilater notre pensée, toute analyse préalable du mécanisme de la pensée ne pourrait que nous montrer l'impossibilité d'aller aussi loin, puisque nous aurions étudié notre pensée avant la dilatation qu'il s'agit d'obtenir d'elle. Une réflexion prématurée de l'esprit sur lui-même le découragera d'avancer, alors qu'en avançant, purement et simplement, il se fut rapproché du but et se fut aperçu, par surcroît, que les obstacles signalés étaient pour la plupart des effets de mirage. Mais supposons même que le métaphysicien ne lâche pas ainsi la philosophie pour la critique, la fin pour les moyens, la proie pour l'ombre. Trop souvent, quand il arrive devant le problème de l'origine de la nature et de la destinée de l'homme, il passe outre pour se transporter à des questions qu'il juge plus hautes et d'où la solution de celle-là dépendrait. Il spécule sur l'existence en général, sur le possible et sur le réel, sur le temps et sur l'espace, sur la spiritualité et sur la matérialité, puis il descend de degré en degré à la conscience et à la vie dont il voudrait pénétrer l'essence. Mais qui ne voit que ces spéculations sont alors purement abstraites et qu'elles portent, non pas sur les choses mêmes, mais sur l'idée trop simple qu'il se fait d'elles à
Sample complete. Ready to continue?